Alors, comment est-ce que ça marche? Là, on est en direct. Pourquoi ça fait ça? Ça fait des petites miniatures. Léa, tu m'entends? Vous m'entendez? Je vous entends. Et par contre, c'est pas des petites miniatures, je nous vois Ouais, en grand. ça, ouais. Vous me voyez en grand? Enfin, l'écran est partagé en trois. D'accord, parce que moi, je ne vois pas. Là, on vous voit plus. C'est bizarre, ça. Activer le partage d'écran, annuler. Là, je ne vois pas. Par exemple, si je lance. Voilà, On le voit, c'est c'est bon. bon. Super, très bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre présence pour ce nouveau webinaire. Je vous invite à manifester votre présence. On se donne encore 2-3 minutes avant de démarrer, le temps que tout le monde arrive. On prend 2 minutes encore jusqu'à 14h05, le temps que tout le monde soit là. Voilà, on se donne encore 2 petites minutes et on va démarrer. Alors, je vous invite, comme d'habitude, à aller regarder dans l'onglet à la verticale qui s'appelle « Des dossiers ». Vous avez de la documentation extrêmement intéressante à télécharger. Comme d'habitude, vous avez de la synthèse, des questions sur vos points précis. On a repris aussi, et on les a mis sous un format facile à lire, toutes les questions-réponses mises en ligne par le ministère des Solidarités, sur toutes les questions ayant trait aux EHPAD. Donc, vous allez voir, c'est très, très intéressant. C'est le dossier questions-réponses. Bon, je pense qu'on va démarrer. Il est 14h06. Alors, il me semble que les personnes qui assistent à ce webinaire sont des fidèles. Donc, bonjour à toutes. Donc, voilà, le sujet de ce jour est un sujet extrêmement sensible, dont on a malheureusement trop entendu parler et égrené sur toutes les chaînes d'information, dans les journaux.
ce sont les dégâts sur la santé physique, psychique et les morts qu'a causé la crise du Covid au sein des EHPAD. Et aujourd'hui, nous voulions aborder cette question sous l'angle des plaintes. Est-ce que l'on peut véritablement porter plainte contre un EHPAD? Est-ce qu'on peut porter plainte contre l'État? Là est tout le sujet. Beaucoup de familles sont éplorées, n'ont même pas pu dire au revoir aux personnes qui leur étaient chères, à des parents, à des grands-parents, des oncles, des tantes. Et tout ça rend donc le sujet encore plus sensible et en fait quasiment une sorte, comme on pourrait dire dans les pays anglo-saxons, une sorte de class action, un petit peu comme l'affaire du sang contaminé ou l'affaire du Mediator, puisqu'il touche malheureusement énormément de familles. Alors, pour poser le sujet rapidement en introduction, il faut savoir que déjà 63 plaintes ont été déposées contre des membres du gouvernement français pour leur gestion de la crise sanitaire. Ces procédures liées aux morts du coronavirus font écho à l'affaire du sang contaminé, malgré d'importantes différences sur le plan du droit. Et je prends cet exemple de l'affaire du sang contaminé et j'en parlerai tout de suite, je laisserai tout de suite après la parole pour cette introduction à Maître Alex Buchinger, parce que c'est très important, on est dans des contextes qui sont relativement similaires au niveau des faits et pas tout à fait au niveau du droit. Donc, je rappelle, et tout le monde le vit actuellement, nous sommes en plein déconfinement et face à cette vague de déconfinement, le pays fait face à une autre vague qui est celle des demandes de justice pour les morts du Covid-19. Le 13 mai dernier, selon la Cour de justice de la République, nommément CJR, seule habilitée à juger les ministres en exercice, 63 plaintes étaient déjà déposées contre des membres du gouvernement pour dénoncer la gestion de la crise du Covid-19. Elles visent notamment le Premier ministre Édouard Philippe, les ministres de la Santé, de l'Intérieur, du Travail et de la Justice. Certaines plaintes ciblent aussi Marisol Touraine, anciennement ministre des Affaires sociales et de la Santé de 2012 à 2017, sous la présidence de François Hollande, notamment à cause de la polémique liée aux masques et à la destruction des masques, dont on aurait eu bien besoin en cette période critique. Donc cette situation de crise sanitaire rappelle beaucoup l'affaire du sang contaminé à la fin des années 80. Ces deux contentions ont en commun, je dirais, une émotion collective et en même temps des drames individuels. La mort, notamment des enfants hémophiles infectés par le virus du sida lors de transfusions de sang contaminé, avait alerté et révolté l'opinion, à l'instar des nombreux décès en 2020 dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dites EHPAD. Ces deux affaires ont aussi fait surgir une même volonté de faire condamner les responsables politiques et administratifs pour des choix jugés défaillants. En 1993, la CJR, cette fameuse Cour de justice de la République, avait mis en examen Laurent Fabius, ex-premier ministre, et Georgina Dufoy, son ex-ministre des Affaires sociales, et Edmond Hervé, le secrétaire d'État à la Santé. Les chefs de poursuite étaient également très proches, et Maître Alex Buchinger y fera référence longuement. Ils sont ceux de l'homicide involontaire, la mise en danger de la vie d'autrui et la non-assistance à personne en danger. Ces deux affaires, enfin, pour terminer, comportent aussi un volet non ministériel. D'après le ministère de la Justice, près d'une centaine de plaintes pénales ont été enregistrées sur tout le territoire dans l'affaire du Covid-19, notamment à Paris, à Nanterre, à Grasse, dans les Alpes-Maritimes ou à Marseille. Elles émanent de familles de proches décédés, de mères ou d'associations, déposées le plus souvent contre X. Elles visent aussi des responsables de l'administration, comme le directeur général de la santé, Jérôme Salomon. Il y a aussi de nombreuses procédures correctionnelles et administratives qui ont été lancées, il faut le rappeler, donc, dans l'affaire du sang contaminé. Alors, aujourd'hui, quel est l'écho qui est donné du côté de la justice à cette inflation, je dirais, de plaintes contre l'État, contre différents ministres, contre différentes administrations? Au pôle santé publique du parquet de Paris, on ne nie pas l'écho entre l'affaire du sang contaminé et la vague de décès dans les EHPAD actuellement. Mais on tient à souligner une différence de fond sur le terrain du droit. Selon l'un des magistrats qui a été interrogé, la justice devait juger dans le dossier du sang contaminé un acte positif, celui d'avoir sciemment laissé en circulation un produit avarié des poches de sang contaminées non chauffées ayant conduit à l'empoisonnement d'un grand nombre de personnes. Pour le Covid-19, il s'agit non pas là d'un acte positif, mais d'un acte négatif
d'une éventuelle faute involontaire liée à un défaut de gestion d'une crise sanitaire, matérielle, retard, défaut de diagnostic. Donc, pour certains avocats du groupe d'EHPAD Corian, qui a été beaucoup visé, qui a été largement visé par des plaintes, la modification le 9 mai dernier de l'article 121-3 du Code pénal qui encadre la responsabilité pénale des décideurs publics et privés, et on y reviendra bien évidemment en profondeur, a changé la donne par rapport à l'époque du sang contaminé. Le périmètre de cet article était très large et son interprétation faisait frémir les élus, surtout les maires, qui voyaient derrière chacune de leurs décisions nombre des tribunaux. Désormais, cette loi stipule que l'article 121-3 du Code pénal est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire, ainsi que la nature de ses missions ou de ses fonctions, notamment une autorité locale ou un employeur. Donc, on voit bien que la loi, désormais, depuis le 13 mai, c'est un remaniement de cette loi qui est tombé à pic. La loi, aujourd'hui, donc, prend en compte le niveau de connaissance et l'urgence au moment d'une décision. Et il va falloir apporter la preuve donc, d'une éventuelle causalité, ça c'est un terme très juridique, le lien de causalité entre une éventuelle faute de gestion de la part des EHPAD ou de la part de l'État et le décès d'une personne. Alors, ce qui est intéressant là-dedans, et j'en aurais terminé avec cette introduction, mais c'est véritablement pour poser le sujet, c'est qu'à travers toutes ces plaintes qui ont été déposées, et contre l'État, et contre les EHPAD, est-ce qu'on se dirige vers une sorte de justice de la bonne gestion de la santé publique en France? Pour beaucoup d'avocats, le contentieux contre l'État a peu de chances d'aboutir, comme à l'époque du sang contaminé. Et c'est la raison pour laquelle de nombreux avocats optent plutôt pour la voie pénale, notamment pour les familles qui ont perdu des parents en EHPAD, parce que là, dans le cas des EHPAD, contrairement à l'État, ces établissements ne pourront pas se défausser. Et notamment, ce n'est pas un hasard si les parquets de Grasse et de Nanterre, comme je l'ai dit, ont ouvert des enquêtes préliminaires dans la foulée. Donc, si en droit, l'affaire du Covid-19 a moins de chances de prospérer que celle du sang contaminé, parce que, comme je viens de vous le dire, le champ des responsabilités est resserré, la responsabilité néanmoins des autorités administratives et politiques n'en fera pas moins l'objet d'un examen approfondi. Donc, voilà. Donc là, il y a une responsabilité politique qui est mise en avant et donc une responsabilité pénale, mais aussi civile. Je voulais, pour terminer cette introduction, demander un petit peu l'avis, l'éclairage de Maître Buchinger sur ces questions. Voilà. Qu'en pense-t-il? Que pense-t-il de ce parallèle entre l'affaire du sang contaminé et les plaintes qui ont été déposées contre l'État et les EHPAD? Bonjour, mesdames. Effectivement, on peut faire un parallèle entre ces affaires du sang contaminé et les affaires liées au nombre d'essais suite au Covid-19. Comme vous l'avez justement fait remarquer, lors de ces nombreuses affaires dans les années 90 liées au sang contaminé, il y avait eu ce qu'on appelle un élément intentionnel. Alors, je voudrais préciser, en matière pénale, si vous voulez, les infractions sont, sont caractérisées par deux choses. Vous avez premièrement l'élément matériel et l'élément intentionnel. L'élément matériel, c'est effectivement l'infraction telle qu'elle est constituée, et l'élément intentionnel, c'est la volonté, l'intention de l'auteur de commettre l'infraction. Ça, c'est une règle générale en droit pénal. Il faut qu'il y ait ces deux éléments, l'élément matériel et l'élément intentionnel. Il y a cependant des exceptions qui sont des infractions qui ne sont pas caractérisées par la volonté de l'auteur de les commettre, mais par une faute commise par l'auteur qui a entraîné le dommage. Je m'explique. Ces infractions
où il n'y a pas ces deux éléments obligatoires, l'élément matériel et l'élément intentionnel, c'est notamment l'homicide involontaire. L'homicide involontaire, c'est lorsque une personne, par sa faute, même si cette faute est légère, a entraîné involontairement la mort d'une autre personne. Les cas les plus fréquents, c'est en matière d'accident de la circulation. Effectivement, lorsque un véhicule renverse un motard et que le motard décède, eh bien, l'auteur sera poursuivi pour homicide involontaire si effectivement il a commis une faute. Si c'est le motard qui s'est jeté sur son véhicule et que lui roulait à une vitesse tout à fait normale, il n'y aura pas d'infraction. Et si par contre il aura brûlé un stop, un feu rouge, ou roulé de façon excessive, ou pire encore, roulé sous l'empire de l'alcool ou des stupéfiants, il sera poursuivi pour homicide involontaire. L'homicide involontaire, ce n'est pas un crime, c'est un délit qui est passible d'une peine de 3 ans d'emprisonnement. Maintenant, vous avez deux autres infractions qui sont aussi des infractions où l'élément intentionnel n'a pas à être caractérisé. Vous avez notamment la mise en danger de la vie d'autrui. La mise en danger de la vie d'autrui, les affaires les plus significatives que l'on connaît depuis un certain nombre d'années, ce sont les affaires liées à l'amiante. Lorsqu'un employeur expose ses salariés à l'amiante, ne prend pas de précautions, il entraîne, si vous voulez, un dommage qui n'est pas immédiat, un dommage qui peut être simplement psychique, un maçon qui sera sur un chantier et qui aura inhalé de l'amiante et qui tombera malade sur le plan psychique parce qu'il craindra un cancer. Tout cela, ça relève de la mise en danger de la vie d'autrui. Donc on voit, l'intention n'était pas d'entraîner la mort ni des blessures chez la victime, mais simplement, il y avait des précautions à prendre, on s'est omis de mettre en œuvre. Et la troisième infraction, c'est la mise en danger, la non-assistance à personne en péril. Lorsque une personne est en péril ou en danger, les deux termes sont synonymes, et lorsqu'on a la possibilité de lui venir en aide et qu'on ne le fait pas, on peut être poursuivi du chef de ce que je viens d'évoquer, à savoir la personne en péril que l'on ne secourt pas. Donc, ces trois infractions, si vous voulez, peuvent être invoquées dans le cadre de ce que nous connaissons actuellement. L'homicide involontaire, bien entendu, lorsqu'une personne est amenée à décéder dans un EHPAD parce que effectivement il y aura une faute de la part du directeur ou de la personne qui a une délégation de pouvoir, effectivement, on pourra invoquer l'homicide involontaire. La mise en danger d'autrui, également, si effectivement les gestes de protection n'ont pas été remplis, s'il y a eu des négligences au niveau de tout ce qui touche à la sécurité. Je vous rappelle que les EHPAD ont une obligation de prudence et de sécurité à l'égard de leurs pensionnaires. Maintenant, la troisième infraction, qui consiste effectivement à mettre en péril la vie d'un tiers, elle peut également être invoquée dans le cadre donc de ces plaintes, parce que si effectivement un directeur d'EHPAD a omis de transférer à l'hôpital un patient qui était en situation de détresse respiratoire, on pourra tout à fait invoquer l'une de ces trois infractions. Maintenant, c'est un parcours du combattant. Lorsqu'on dépose une plainte, il y a ce qu'on appelle une ouverture d'information. Il y a une enquête préliminaire. Le procureur de la République ouvre une enquête et il le fait de façon obligatoire, systématique. Ce n'est pas parce que le procureur de la République ouvre une information que nécessairement cette affaire va être instruite par un juge d'instruction. Donc,
on voit que dans le cadre des plaintes qui ont été déposées dans le sud et en région parisienne, on voit qu'effectivement, il y a eu une ouverture d'information. J'ai vu que l'un des avocats qui a déposé ces plaintes s'en est enorgueilli en disant à partir du moment où le parquet a ouvert une information, c'est qu'effectivement, il y a matière à poursuivre. Cela n'est pas vrai. Cela n'est pas vrai parce que l'ouverture d'information, c'est tout à fait autre chose que l'enquête préliminaire. L'enquête préliminaire, elle est obligatoire, elle est systématique. Dès qu'une plainte est déposée, il y a une enquête préliminaire. Par contre, l'ouverture d'information, c'est lorsque le procureur de la République ou le président du tribunal estime que la désignation d'un juge d'instruction est nécessaire. À partir de ce moment-là, les choses deviennent déjà plus sérieuses. Mais comment procède-t-on lorsqu'on est amené à déposer une plainte? Lorsqu'on dépose une plainte, on la dépose au commissariat, au procureur de la République, ouverture d'information. Le procureur de la République a l'opportunité des poursuites. Il peut poursuivre ou classer sans suite. Et s'il classe sans suite, au bout de 3 mois, la victime ou la victime collatérale a la possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile. Et là, un juge d'instruction est désigné, mais ce n'est que le début d'un très long processus. Je reviendrai sur ce processus par la suite pour ne pas être trop long, mais la réalité, c'est que la procédure pénale en cette matière comme en d'autres matières, c'est un très long parcours du combattant et tout dépend de l'objectif recherché. Veut-on obtenir une condamnation pénale pour le principe ou veut-on obtenir des dommages-intérêts? Si le but est d'être indemnisé sur le plan financier, il y a une autre voie sur laquelle je m'étendrai davantage par la suite, c'est la voie civile qui me paraît beaucoup plus intéressante pour les victimes. Maintenant, les poursuites entamées contre les autorités de l'État, tout dépend du poids qu'elles vont avoir et tout dépend de l'analyse qui va en être faite par la Cour de justice. C'est également très aléatoire. On a vu que dans l'affaire du sang contaminé, ça a été une histoire de très longue haleine pour parvenir à des condamnations. Ce n'est pas impossible. Je prends l'exemple des masques qui ont été détruits. Là, effectivement, il y a eu une mise en danger de la vie d'autrui qui paraît a priori évidente. Mais ceci dit, ce n'est pas gagné d'avance. Ça, c'est une certitude. Maître Buchinger, merci beaucoup pour cette ouverture extrêmement intéressante parce qu'effectivement, quand on pense plainte, on pense pénal. Et c'est la raison pour laquelle je vais tout de suite passer la parole à Léa, précisément pour qu'elle nous expose un petit peu tous les tenants et aboutissants de la responsabilité civile. Alors, je précise ce que j'ai déjà dit en introduction. On ne va pas trop s'étendre sur la responsabilité de l'État, puisqu'elle est gérée par un organe de juridiction qui est la Cour de justice de la République, qui est très spécifique. Et comme vous l'avez compris, la mise en cause est extrêmement complexe. On verra ce que ça va donner. Là, le temps imparti est trop court pour vous faire un exposé de droit à ce sujet-là. Par contre, ce qui est intéressant, malheureusement, pertinent pour vous et pour orienter au mieux les agents et les salariés que vous accompagnez, c'est la possible mise en cause des EHPAD. Alors, pour reprendre ce que disait Maître Alex Buchinger, c'est entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale, quelle est la responsabilité qui est le plus intéressant de soulever. Donc, on va tout de suite aborder la responsabilité civile. Léa, je vous laisse la parole. Et je vais vous faire passer en même temps un PowerPoint. Vous verrez, c'est extrêmement clair pour mieux suivre ce que l'on va dire. Voilà, là, normalement, vous m'entendez. Alors, en ce qui concerne la responsabilité civile, il faut savoir que pour pouvoir l'engager, il faut caractériser 3 choses. Donc, tout d'abord, un dommage qui est caractérisé par un préjudice corporel, matériel ou moral qui est causé à l'un des résidents de l'EHPAD. Ensuite, donc, il faut une faute ou un manquement à une des obligations de l'EHPAD. Et ensuite, un lien de causalité qui permet de rattacher la faute ou le manquement à une obligation au dommage causé.
Et contrairement donc à la responsabilité pénale, il faut savoir qu'en matière civile, le juge peut seulement allouer donc des dommages et intérêts à la victime, donc une réparation pécuniaire. Il n'y aura pas donc de sanctions pénales vis-à-vis de la personne condamnée. Alors, les EHPAD ont une obligation de sécurité de moyens envers tous leurs résidents. Donc, il faut bien faire la différence entre obligation de moyens et de résultats. Donc, par l'obligation de moyens, le débiteur va s'engager à mobiliser toutes les ressources dont il dispose pour accomplir la prestation promise, mais sans garantie du résultat. Ce qui veut dire que l'EHPAD doit tout mettre en œuvre pour accorder un quotidien digne de ce nom à tous ses résidents, mais sans garantie de résultat. Il n'est pas obligé d'arriver à ce résultat tant qu'il met tout en œuvre pour y arriver. Contrairement à l'obligation de résultat, puisqu'ici le débiteur est contraint d'atteindre le résultat déterminé. Donc cette différence entre obligation de moyens et obligation de résultat a un impact lorsqu'on recherche la responsabilité d'une personne ou d'un établissement. Puisqu'en matière d'obligation de moyens, pour que la responsabilité du débiteur puisse être recherchée, il doit être établi que celui-ci a commis soit une faute en raison de sa négligence ou de son imprudence, ou qu'il n'a pas mis en œuvre tous les moyens dont il disposait pour arriver au résultat promis. Alors, il faut savoir que les EHPAD ont une obligation de sécurité de moyens et c'est l'article L311-3 du Code de l'action sociale et des familles qui le détermine. Pour faire une sorte de résumé de tout ça, les EHPAD doivent tout mettre en œuvre pour garantir le bon quotidien de ses résidents. Leur responsabilité civile peut être engagée si jamais il y a une faute de négligence ou d'imprudence, donc par exemple un défaut de surveillance. Et ensuite, donc les juges vont prendre en compte plusieurs éléments pour apprécier le manquement. Donc les prestations fournies par l'EHPAD seront analysées, mais également l'état du résident. Il faut savoir que donc l'état du résident est vraiment important, puisqu'en fonction de sa gravité, il prend question d'une obligation de résultat renforcée ou non pour l'établissement. Donc, une obligation de résultat renforcée a été établie, par exemple, pour les patients qui sont atteints d'Alzheimer, ou notamment pour un patient qui bénéficie d'un suivi psychologique pour son penchant dépressif, morose et suicidaire. Alors, dans cette affaire, ce patient, donc là, qui était suivi pour un penchant dépressif et suicidaire, avait pu donc sauter par sa fenêtre et cela était la cause de son décès. Les juges ont retenu à l'égard de l'EHPAD une obligation de résultat renforcée parce que donc le personnel de l'EHPAD aurait dû pouvoir empêcher le patient de sauter en refermant les fenêtres tout simplement par exemple. Donc voilà un peu pour la responsabilité civile. Merci Léa. Donc ça c'est extrêmement important la manière dont vous avez pu nous décortiquer comment dire les grands aspects de la responsabilité civile. Je repasse tout de suite la parole à Maître Alex Buchinger pour nous donner un éclairage pratico-pratique des procédures éventuelles qu'il a pu avoir sur l'engagement de la responsabilité civile d'établissements de santé. Alors effectivement, la question est de savoir si le but recherché par les victimes collatérales, donc les membres de la famille, c'est d'obtenir une condamnation pénale coûte que coûte, qui est accompagnée en matière correctionnelle par l'allocation de dommages aux intérêts, ou au contraire, si le but c'est d'obtenir une juste indemnisation. Alors je vais vous donner un exemple que j'ai suivi malheureusement pendant de nombreuses années parce qu'il y a eu un certain nombre de problèmes de procédure qui ont fait que ça a duré. J'ai été sollicité en 2012 par une famille dont la maman était en EHPAD et une aide-soignante l'a fait tomber sur la tête. Elle a eu une blessure à la tête qu'elle a recouverte avec ses cheveux pour la dissimuler. La maman allait de plus en plus mal, on l'a amenée à l'hôpital et elle est décédée donc suite à ces blessures. Et les filles de cette dame tenaient absolument à ce qu'il y ait une condamnation pénale. Elles estimaient qu'il s'agissait d'un homicide involontaire et qu'il fallait aller jusqu'au bout. Et pour leur donner satisfaction, j'ai déposé une plainte au parquet de Nanterre. Il y a eu une ouverture d'information. Logiquement, on pouvait espérer que cette affaire serait renvoyée devant le tribunal parce que les faits étaient
on ne peut plus avérer. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un dysfonctionnement au niveau du tribunal. La substitut chargée du dossier est partie en congé maternité, le dossier s'est perdu, il a fallu insister. Au bout de quelques années, j'ai fini par obtenir, à force d'insister, je peux dire au moins une fois tous les 15 jours, la désignation d'un juge d'instruction. L'instruction a duré 3 ans et l'affaire a été renvoyée dans le tribunal correctionnel. Et la personne qui a été renvoyée pour homicide volontaire, c'est l'aide soignante et non pas le directeur de l'établissement, car il avait été décidé que le directeur n'avait pas pris une quelconque part à cette infraction. Et lorsque l'affaire est venue dans le tribunal, l'EHPAD avait déjà changé 3 fois de propriétaire, 6 ans s'étaient écoulés, et visiblement dans le tribunal, le président était agacé par notre affaire parce qu'il aurait préféré que ça se passe sur le plan civil. L'affaire a été renvoyée une première fois, c'est arrivé en période de confinement, elle a été renvoyée sans date, et j'ai compris que si on continuait comme ça, on pourrait encore attendre des années avant d'arriver, si vous voulez, au résultat escompté. J'ai donc interrogé les enfants, le temps a passé, et effectivement, leur priorité n'était plus la même qu'au départ, à savoir une condamnation pénale, surtout celle de l'aide soignante, c'est pas ça qui les intéressait, mais ce qu'elles voulaient également, c'est être indemnisées. Et donc, j'ai changé mon fusil d'épaule, j'ai fait ce qu'on aurait sûrement dû faire dès le départ, mais elles ne le voulaient pas, les filles, c'est-à-dire assigner sur le plan civil la compagnie d'assurance de la maison de retraite. Et dès que l'assignation a été délivrée, immédiatement, l'avocat de la compagnie d'assurance qui a freiné les 4 fers durant toute la procédure pénale et qui a tout fait pour essayer de multiplier les manœuvres dilatoires, de suite, nous a fait des propositions d'indemnisation conformes, si vous voulez, à la nomenclature d'un TIAC, à savoir la juste indemnisation, et ça nous aura permis de sortir en quelques semaines du problème qui, sur le plan pénal, aura duré 7 ans. Donc le conseil qu'on peut donner aux personnes confrontées à ces terribles situations rencontrées durant ces dernières semaines et qui vont encore être rencontrées malheureusement dans les semaines qui vont suivre, c'est effectivement de bien les informer sur le caractère aléatoire de la procédure pénale. Les EHPAD sont assurées, elles paient des primes d'assurance importantes, et effectivement, si une faute peut leur être reprochée, et là c'est beaucoup plus large qu'en matière pénale où la faute elle est très restrictive, eh bien il sera relativement aisé de parvenir à une juste indemnisation, alors qu'en matière pénale, avec toutes les voies de recours possibles, désignation du juge d'instruction, ordonnance éventuellement de non-lieu, appel, etc., ça peut durer des années et des années. Alors bien sûr, ça peut s'avérer onéreux pour les familles, inutilement onéreux, si effectivement la solution, c'est effectivement d'être indemnisé, parce qu'à partir du moment où les familles sont indemnisées, quelque part, elles estiment que leur préjudice a été au moins en partie réparé. Merci, Maître Buchinger. C'était extrêmement intéressant. Alors, pour faire une toute petite synthèse, avant de passer de manière plus approfondie sur le volet pénal, je reprends notre PowerPoint dès le départ. Voilà. Donc, hop. Donc, sur l'engagement de la responsabilité civile des EHPAD, comme vous l'a précisé Léa, tous les préjudices peuvent être mis en avant, ça c'est extrêmement important. Ce peut être un préjudice corporel, bien évidemment, surtout malheureusement en cas de décès, matériel ou même moral. Ça peut être quelqu'un qui a été totalement isolé de sa famille. On sait ô combien une personne qui avait l'habitude de recevoir des visites de sa famille, ça participe infiniment à sa guérison ou à un rétablissement quelconque ou au maintien de son état. Et on sait, des études médicales ont été rendues, c'est que toutes ces personnes qui ont été isolées de leurs proches, enfants, petits-enfants, conjoints, ça leur a causé énormément de souffrances tant psychiques et par ricochet physique. Donc, on peut tout à fait, sans parler de cas d'une extrême gravité de décès, parler aussi d'un préjudice moral
lié une sorte de désespérance qu'auraient pu ressentir ces personnes en EHPAD d'être coupées de leur famille. Donc, préjudice corporel, matériel, moral causé à un résident. Et comme vient de vous l'expliciter Maître Alex Buchinger, la réparation qu'on demande, c'est une réparation pécuniaire et cette demande de réparation va infiniment plus vite que la longue procédure pénale. Je rappelle très rapidement ce qu'a dit Léa. C'est l'obligation qui pèse sur les EHPAD, c'est une obligation de moyens, ce n'est pas une obligation de résultat. Donc, ce sera quand même un petit peu plus difficile de la mettre en cause. Il faudra la prouver, bien prouver que la personne a commis une faute. Alors, quelle est la faute liée à l'obligation de moyens? Ce n'est pas une faute dans le dur, je dirais. Ce sont des fautes qu'on nomme de négligence ou d'imprudence. Alors, une faute de négligence ou d'imprudence, c'est quand l'EHPAD ou son directeur ou l'administration n'a pas mis en œuvre tous les moyens dont il disposait pour arriver au résultat promis. Donc, la responsabilité civile des EHPAD, c'est une obligation de sécurité de moyens. La faute, ça ne peut être qu'une faute de négligence ou d'imprudence, par exemple un défaut de surveillance. Et les éléments qui sont pris en compte, comme vous l'a dit Léa, ce sont du côté de l'EHPAD, les prestations qu'il doit fournir, et du côté du résident, son état, c'est-à-dire ses antécédents, ce qu'on appelle l'antériorité. Dans quel état est-ce qu'il est arrivé à l'EHPAD? Est-ce que la crise du Covid a aggravé ou pas son état? Et éventuellement, voilà, toutes les notions de prévisibilité. Donc, l'état du résident peut engendrer une obligation de résultat renforcée. Léa vous a donné l'exemple d'un résident d'EHPAD suicidaire, mais on peut parler malheureusement de la maladie d'Alzheimer, voilà, qui touche énormément de personnes, de résidents en EHPAD. Et la maladie d'Alzheimer, même si ces personnes-là ne reconnaissent pas leurs proches, il est tout à fait connu que la présence, le soutien de leur famille compte énormément dans le fait de ne pas voir leur état se dégrader encore plus. Donc ça, voilà, je voulais remettre le focus là-dessus. Ça me semblait extrêmement important pour poser le cadre de l'engagement de la responsabilité civile d'un EHPAD qui ne peut se faire que sur la base d'une obligation de moyens, mais parfois d'une obligation de résultats renforcée quand l'état du patient est jugé particulièrement grave. Alors maintenant, on va rentrer plus en profondeur sur l'engagement de la responsabilité pénale. Et avant de parler de la responsabilité pénale, tous les contours de la responsabilité pénale, il faut peut-être donner une réponse à la question suivante. Quelles sont les personnes responsables des dommages commis dans un EHPAD? Quand on porte plainte contre qui? Alors évidemment, plusieurs entités peuvent être visées par une plainte. Couramment, les plaintes visent la direction de l'EHPAD, que ce soit un directeur personne physique ou bien une association ou une entreprise de gestion, comme on l'a vu avec la société Corian. Les EHPAD de la société Corian ont connu une vague de décès extrêmement importante, parfois dans certains de leurs EHPAD, quasiment la moitié de leurs résidents. Alors, on rappelle que la direction d'un EHPAD, elle est chargée d'assurer la sécurité et l'organisation de son établissement. Et lorsqu'on parle donc de la direction de l'établissement, donc ça peut être donc une personne physique ou une personne morale. Alors, concernant la responsabilité pénale du directeur en tant que personne physique, eh bien, cela demande la démonstration d'une faute dans l'organisation directe du service, qui est la contrepartie des pouvoirs du directeur. Donc, le directeur personne physique ne peut être personnellement responsable que si une faute lourde lui est reprochée. Et donc, comme vous l'avez compris, si et seulement si on peut prouver une faute dans la sécurité et l'organisation de son établissement. Généralement, ce sera plutôt la personne morale qu'on poursuivra, l'association ou l'entreprise gestionnaire personne morale, dont la responsabilité sera recherchée sous le fondement de l'article 121-2 du Code pénal. On y reviendra tout de suite. Je rappelle simplement un point, et après je pose la question tout de suite à Maître Alex Buchinger, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue qu'un EHPAD peut être une structure de droit privé, mais également une structure de droit public. Donc, vous voyez, c'est une responsabilité hybride, je dirais.
Et donc, dans cette deuxième hypothèse, la question de la responsabilité pénale est bien plus délicate à appréhender, puisque les établissements gérés directement par l'État ne peuvent pas être cités devant la justice pénale. Une telle situation reste toutefois rare, car il existe la plupart du temps ce qu'on appelle des délégations de pouvoir qui permettent de poursuivre l'établissement. Donc, vous aurez compris à l'exposé de ces aspects concernant la responsabilité pénale qu'il est difficile d'engager la responsabilité personnelle d'un directeur d'établissement, et pour engager la personne morale, eh bien, il faut bien viser si cette personne morale n'a pas un statut hybride, privé et public. Je pose tout de suite la question à Maître Alex Buchinger. Votre expérience, Maître Buchinger, est-ce qu'il est effectivement difficile d'engager la responsabilité personnelle d'un directeur d'établissement? Est-ce qu'il vaut mieux effectivement ne viser que la personne morale? Alors, généralement, lorsqu'on est amené à déposer une plainte contre X, que ce soit pour homicide volontaire ou que ce soit pour mise en danger de la vie d'autrui ou non-assistance à personne en péril, généralement, on dépose cette plainte contre X. Dans le corps de la plainte, on peut viser le directeur d'établissement. Mais la plainte elle-même, elle est dirigée contre X pour donner la possibilité au procureur de la République, voire si un juge d'instruction est désigné au juge d'instruction, de viser nommément telle ou telle personne. Et le but, quand on dépose une plainte contre X, c'est également d'éviter des poursuites ultérieures pour dénonciation calomnieuse, au cas où effectivement un juge d'instruction serait amené à rendre une ordonnance de non-lieu ou un procureur de la République un classement sans suite. Maintenant, au niveau des personnes qui peuvent être condamnées pénalement. Alors, comme vous le disiez justement, ça peut être une personne physique, ça peut être le responsable de l'établissement, ça peut être la personne qui a délégation de pouvoir, parce que souvent, il y a ce qu'on appelle les délégations de pouvoir, et là, c'est la personne qui a cette délégation qui est en première ligne, ou ça peut être un salarié de l'EHPAD qui aura commis une faute par imprudence ou négligence, ou plusieurs de ces personnes. Alors, un point très important, c'est qu'il est possible de poursuivre pénalement la société qui gère cette EHPAD ou l'association. Donc, on peut non seulement poursuivre une personne physique, mais on peut poursuivre, dans un certain nombre de situations, notamment celle-là, la personne morale. Simplement, si l'EHPAD est un établissement qui dépend de l'administration, là, on ne pourra pas poursuivre cette personne morale. Mais par contre, si un pouvoir a été délégué à un directeur ou à un responsable, c'est lui qui pourra être poursuivi pénalement. Maintenant, si effectivement, dans le cadre d'un EHPAD public, il y a eu une infraction pénale, ben, effectivement, c'est pas parce qu'il s'agit d'une administration qu'on ne pourra pas déposer plainte. On pourra déposer plainte contre les auteurs, entre guillemets, mais non pas contre la personne morale elle-même, parce que les administrations ne peuvent pas être poursuivies pénalement. Merci beaucoup, Maître Buchinger, pour ces précisions. Alors, maintenant, pour offrir en miroir les fondements sur lesquels on peut engager la responsabilité pénale, la responsabilité civile, je vous le rappelle, je suis un peu didactique, mais c'est extrêmement important au niveau des termes. Au niveau de la responsabilité civile, on a parlé principalement de négligence, d'imprudence, de défaut de surveillance. Et vous verrez qu'aussi au niveau pénal, on peut reprendre aussi, on peut reprendre ces fondements-là. Alors, en matière de responsabilité civile et pénale des EHPAD, bien évidemment, on parlera dans 90% des cas, ou je ne sais pas, une proportion même beaucoup plus importante, de délits non intentionnels. Parce qu'un EHPAD qui intentionnellement aurait voulu souhaiter la mort de ses résidents, ça semble tout à fait improbable. Je rappelle la définition qu'a donné Maître Alex Buchinger au début de ce webinaire, c'est que la responsabilité pénale, c'est la caractérisation d'une infraction, et une infraction, c'est à la fois une intention et la matérialité. Alors, comme vous le savez, il existe des délits intentionnels et des délits qui sont non intentionnels.
Et là, concernant les EHPAD, ce sont surtout des délits non intentionnels qui vont être visés. Léa, est-ce que vous pouvez nous rappeler la définition du délit non intentionnel qui est inscrit à l'article 121-3 du Code pénal? Alors, pour commencer, je vais rappeler ce que dit l'article 121-3 du Code pénal, puisqu'il pose le principe selon lequel il n'y a pas de crime ou de délit sans intention de le commettre. Alors, il y a cependant des exceptions, puisque pour certains délits, une faute simple d'imprudence ou de négligence, ou même une faute caractérisée, suffisent à démontrer l'élément intentionnel du délit. Alors, dans les délits d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité de la personne, par exemple, l'intention existe même si l'agent n'a pas souhaité que les conséquences du délit. Alors, l'article 121-3 donc ajoute, il y a également délit lorsque la loi le prévoit en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Alors ici, il n'est pas question d'un délit intentionnel, mais bien d'une faute d'imprudence, de négligence ou d'un manquement à une obligation de prudence et de sécurité qui aurait causé le dommage. Donc là, il est question d'une faute simple dans ce que je viens de dire, mais donc par opposition, il existe aussi une faute caractérisée. Donc cette faute caractérisée, elle est définie comme suit par le Code pénal. Donc les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité, soit commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer. Donc finalement, lorsque l'on envisage la question de la responsabilité pénale des EHPAD, c'est bien sur le terrain de ces délits non intentionnels qu'on se situe. Donc ici, seul le comportement est volontaire, mais le résultat dommageable n'est pas recherché par l'auteur de l'infraction. Donc il est évident, comme vous avez dit Judith, que la mort d'un pensionnaire lié au Covid-19 ne peut pas avoir été intentionnelle. Toutefois, elle peut avoir résulté d'une faute commise par l'établissement, qu'elle soit simple ou caractérisée. Merci beaucoup, Léa. Alors, on va sur cette notion de délit non intentionnel, on va enchaîner sur la notion de faute d'imprudence, de négligence, donc comme vous l'avez entendu, qui existe côté civil et donc aussi côté pénal, et qui là fait référence à un manquement à une obligation de prudence et de sécurité. Donc le rôle principal d'un EHPAD, on le rappelle, c'est de garantir la sécurité physique, psychique, la santé de ses pensionnaires. Il s'agit là d'un public particulièrement vulnérable qui nécessite des soins et une surveillance accrue. Donc pour qu'il y ait une faute d'imprudence ou de négligence, pour que cette faute soit retenue et que la responsabilité pénale de l'établissement puisse être engagée, encore faut-il que la loi ou le règlement prévoit expressément une obligation de prudence et de sécurité incombant à l'EHPAD. Léa, est-ce que vous pouvez simplement très rapidement nous rappeler l'article auquel vous faisiez référence, l'article L311-3 du Code de l'action sociale et des familles qui prévoit cette fameuse obligation de prudence et de sécurité? Alors oui, donc cet article énonce « L'exercice des droits et des libertés individuelles est garanti à toute personne prise en charge par des établissements et services sociaux et médico-sociaux, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lui sont assurées. Donc le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement. » Donc finalement, cet article 311-3 du Code de l'action sociale et des familles démontre que les EHPAD sont tenus par la loi d'assurer la sécurité des personnes qu'ils prennent en charge. Et il s'agit d'une obligation de moyens et non de résultats, comme il a été évoqué tout à l'heure. Merci beaucoup, Léa. Alors là, je vais tout de suite passer
la parole à Maître Buchinger et lui poser une question, puisqu'on l'a compris après l'exposé de ces deux articles de loi, dans le code pénal, dans le code de l'action sociale des familles, c'est que pour mettre en cause la responsabilité pénale d'un EHPAD, il faut démontrer que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions, de ses fonctions, de ses compétences, ainsi que du pouvoir des moyens dont il disposait. Donc, quand on a posé toutes ces notions de droit, il faut se poser la question, en l'espèce, dans le cas de la vague de décès en EHPAD liée au Covid, quelles auraient pu être les diligences normales attendues d'un EHPAD pour éviter le décès d'un résident lié au Covid-19. Maître Alex Buchinger, je vous passe la parole. Ben, quand on se place dans la position des victimes collatérales, des familles, effectivement, la première des précautions eût été d'éviter la contamination au sein de l'établissement. On voit que dans un certain nombre d'établissements, il y a eu un nombre extrêmement important de décès. Et effectivement, il faut se demander si, au niveau du personnel, toutes les normes de sécurité et de prudence ont été respectées. À savoir si effectivement une infirmière ou une aide-soignante était atteinte du virus, est-ce que la solution n'était pas effectivement de le détecter et d'éviter cette contamination? La difficulté, c'est que tous les organismes de santé, les hôpitaux, les EHPAD, se sont retrouvés dans une situation un peu inédite, inconnue, et effectivement, tous ces établissements ont agi de façon un peu empirique dans la précipitation. Alors, c'est vrai que ça risque d'être difficile de prouver la faute qui a été à l'origine, si vous voulez, de la disparition d'un proche. Mais si effectivement un établissement n'a pas respecté les normes de sanitaires de sécurité, et c'est le cas pour un certain nombre d'établissements, des établissements qui ont voulu faire des économies au niveau du matériel de protection, etc., etc., là, effectivement, il sera possible d'invoquer une faute et le lien de causalité entre la faute et le dommage, à savoir cette négligence, cette imprudence et le décès de la pensionnaire, pourra être démontré, le lien de causalité pourra tout à fait être mis à jour. Mais ceci dit, la grande difficulté, c'est qu'on nous a dit tout et n'importe quoi. Au début, on nous a dit que les masques ne servaient à rien du tout. Après, lorsque les masques sont arrivés de l'étranger, on a commencé à nous dire que c'était absolument indispensable. Ça a été un petit peu l'anarchie générale. Et la crainte qu'on peut avoir, c'est que ces directeurs d'EHPAD se retranchent derrière cette situation inédite pour essayer de s'exonérer de leurs responsabilités. Les affaires vont être jugées au cas par cas, mais je le répète, ce sera beaucoup plus aisé, beaucoup plus facile d'obtenir une juste indemnisation sur le terrain civil que sur le terrain pénal. Parce que sur le terrain pénal, il faudra nécessairement, pour pouvoir être indemnisé, qu'un tribunal rentre en voie de condamnation. Et avant qu'un tribunal ne puisse rentrer en voie de condamnation, il pourra s'écouler des années, très certainement. Donc, si le but n'est pas uniquement d'obtenir moralement la condamnation du patron de l'établissement, mais que la volonté, c'est d'être indemnisé, que c'est une forme de réparation qui déjà permettra d'apaiser la souffrance des familles, eh bien, le conseil à donner, c'est effectivement de ne pas opter pour la voie pénale, mais d'aller sur le terrain civil et dans un premier temps d'essayer de négocier avec la compagnie d'assurance de l'EHPAD. Merci beaucoup, Maître Buchinger. Alors, pour terminer sur cette question de la responsabilité pénale, est-ce que, là, on a parlé de délits non intentionnels, un défaut de prudence, de sécurité, et on a évoqué avec Léa la faute caractérisée, qui, elle, est pour le coup une faute intentionnelle et qui suppose une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence et de sécurité.
Donc là, dans le cas d'une faute caractérisée, si l'auteur n'a pas directement créé le dommage survenu, il a pour autant contribué à sa réalisation en ne prenant pas les mesures permettant de l'éviter. Est-ce que, Maître Alex Buchinger, on pourrait estimer qu'un EHPAD était tenu d'une obligation particulière de sécurité à l'égard de ses résidents, toujours sur le fondement de ces articles dans le code pénal et dans le code de l'action sociale et des familles, notamment s'ils n'ont pas assuré le respect des gestes barrières ou une prise en charge médicale effective de chacun des résidents? Est-ce que là, pour le coup, on pourrait parler d'une faute d'une particulière gravité, donc une faute caractérisée, intentionnelle, qui aurait causé directement ou contribué à la mort du résident infecté par le virus? Il faudra examiner toutes les situations au cas par cas. On ne peut pas généraliser. Mais effectivement, il est fort probable, voire évident, que dans bon nombre de cas, il y a eu des fautes caractérisées. Je vois dans une région que je connais bien, 2 EHPAD situés à proximité. L'un, il y a eu 50% des résidents qui malheureusement sont décédés, et l'autre, il n'y a pas eu un seul décès. Alors, ce sont 2 établissements du même type, avec le même nombre de personnes hébergées. Comment se fait-il que l'un ait connu un nombre aussi considérable de victimes et que l'autre n'en ait pas eu du tout? Donc, je suppose que dans le cadre de l'EHPAD où il n'y a eu aucune victime, on a dû s'armer de beaucoup de précautions. Et le risque, la crainte que l'on peut avoir, c'est que là où il y a eu beaucoup de victimes, il y a eu un déficit de précaution. Et à partir du moment où on n'a pas pris les précautions les plus élémentaires au niveau de la prudence et de la sécurité, on peut parler là de faute caractérisée. Mais cette faute sera beaucoup plus facile à être démontrée ou à être admise par une compagnie d'assurance lorsqu'on se place sur le terrain civil que lorsqu'on est sur le terrain pénal. Sur le terrain pénal, les dirigeants de ces EHPAD mettront tout en œuvre pour s'exonérer de leurs responsabilités. Ils font flèche de tout bois, quitte à faire durer la procédure pendant des années et des années. Et c'est vrai que tout ça, ça peut s'avérer extrêmement onéreux pour les plaignants. Alors, le jeu en vaut-il la chandelle? Je n'en suis pas persuadé. Le risque d'aboutir à un non-lieu en matière pénale est, à mon avis, de 90%. Je n'exagère pas. En matière civile, on a 80% de chances de pouvoir obtenir gain de cause si effectivement on a des éléments à fournir quant à la faute. Même si elle n'est pas caractérisée, il suffira qu'une faute puisse être mise en avant pour que la compagnie d'assurance de l'EHPAD accepte d'indemniser amiablement ou que le tribunal de grande instance, le tribunal judiciaire, comme on dit aujourd'hui, sur le plan civil, la chambre civile, entre en voie de condamnation et alloue des dommages d'intérêt. Dernière question, Maître Buchinger, il nous reste 2 minutes. Sur la… Attendez, excusez-moi, voilà. Dernière question importante, pour revenir à ce que vous avez dit en introduction, les fondements sur lesquels on pourrait engager cette fameuse responsabilité pénale, dont on a bien compris que la procédure était aléatoire, longue, vous avez énoncé trois fondements qui sont celui du délit d'homicide involontaire, la mise en danger de la vie d'autrui et la non-assistance à personne en danger. Il nous reste 2 minutes, mais est-ce qu'en 2 minutes, vous pourriez nous dire quel est le fondement le plus intéressant à mettre en avant? Le fondement le plus intéressant, c'est l'homicide involontaire, de toute évidence. Si effectivement une personne est décédée suite à une faute caractérisée de l'établissement, c'est l'homicide involontaire. Mais on peut tout à fait élargir le spectre, si je puis dire, en y rajoutant la mise en danger d'autrui et la non-assistance à personne en danger. On n'est pas obligé de se limiter à un délit dans sa plainte, on peut les viser tous les trois. Mais simplement, effectivement, la logique veut que si effectivement il y a une faute caractérisée et qu'il y a eu décès, la logique veut qu'on invoque en premier lieu l'homicide involontaire.
Maître Alex Buchinger, merci beaucoup. Il est 15 heures pile. Je pense que voilà, nous vous avons offert un panorama aussi exhaustif et précis que possible avec un temps imparti assez court. Encore une fois, vous avez dans l'onglet des dossiers tous les documents dont vous avez besoin pour entrer plus en profondeur sur toutes ces questions. Le cabinet Buchinger-Rubin reste à votre entière disposition. Ce sont des questions éminemment douloureuses et en termes de stratégie, de procédure, il faut absolument s'orienter vers la procédure la plus adaptée. Donc, n'hésitez pas à proposer aux agents, aux salariés que vous rencontrez des bons de consultation juridique gratuits. On peut tout à fait le faire en visioconférence, mais attention, comme vous le disiez très précisément et longuement, maître Alex Buchinger, à ne pas s'engager dans des procédures qui peuvent paraître sur le papier très médiatiques, très intéressantes, mais qui au final ne vont peut-être pas aboutir, ou en tout cas qui seront aléatoires et qui prendront de nombreuses années. Je vous souhaite une excellente après-midi. Je vous dis à jeudi si ça vous intéresse, un sujet ô combien intéressant sur l'explosion possible des RPS à l'heure du télétravail. À très bientôt. Bon après-midi. Portez-vous bien.